Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Enemy Action Kharkov publié par Compass Games en 2022. Dans cette vidéo, on va voir les différences au niveau des combats, des replacements par rapport à Enemy Action Ardennes, puis les règles exclusives de Kharkov. D'abord, au niveau des combats, petite différence au niveau là, de quand est-ce qu'on refill la cope de cheat de combat. D'abord, la petite question quiz. Pouvez-vous trouver là, la cheat qui a une couleur différente là-dedans? Je vous laisse y penser 2 secondes. Eh bien oui, c'est celle-là ici. Et honnêtement, Compass aurait pu se forcer pour faire un plus gros contraste, là. Croyez-en mon expérience, pas votre écran qui vous joue des tours, là. Même en personne, quand on tire cette cheat-là, là, Chris, il faut avoir le bon éclairage pour voir la différence, là. Les cheats sont dans une cope, après tout, on les regarde jamais, là. Fait que Compass aurait pu mettre une couleur complètement différente, puis ça aurait été mieux. Toujours est-il que quand on pige une cheat comme ça, pareil comme dans Ardennes, on va prendre les cheats des combats précédents pour les remettre dans la cope tout de suite. Mais là, la différence par rapport avec Ardennes, c'est qu'à la fin du combat, s'il y a une cheat spéciale qui a été tirée, on reprend toutes les cheats puis on les remet dans la cope. Plus simple, moins de possibilités aussi d'arriver là, avec très peu de cheats dans la cope, là, qui fait que les Rain Man de ce monde là, seraient capables de savoir il reste combien de cheats de retirer, il reste combien de cheats d'air power, puis etc. Au niveau de l'assignation des hits en combat, c'est plus simple aussi. Le premier hit que vous subissez en combat, vous devez l'assigner à une large unit ou une unité d'armor. Donc, large unit, on rappelle, c'est 3 steps ou à une unité d'armor qui a participé. C'est à votre choix. Si vous avez des large units puis des unités d'armor qui ont participé, c'est à votre choix, mais c'est un de ces deux types d'unités-là, si présentes, qui va devoir manger le premier hit. Puis après ça, c'est simple, on distribue les hits de façon la plus égale possible, c'est-à-dire que toutes les unités présentes doivent avoir bouffé un hit avant qu'une unité bouffe un deuxième hit. That's it. Il n'y a pas d'autre requis au niveau de l'attribution des pertes en combat. Les unités qui ont une step au naturel, comme cette unité-là ici, là, elle n'a pas de verso, là, elle a seulement un step. Ces unités-là sont remove from the game euh, quand elles sont éliminées. Puis même principe avec les unités qui meurent lorsqu'elles sont isolées. Donc les unités qui meurent lorsqu'elles sont isolées sont out of the game. Pourquoi c'est important la nuance entre unité éliminée puis out of the game? Si l'unité n'est pas out of the game, vous allez la mettre dans la boîte ici, Eliminated Units. Les deux camps ont une boîte comme ça. Pourquoi c'est important? Bien, ça m'amène au prochain sujet qui est les replacements. Grosse différence par rapport à Enemy Action Ardennes. Les unités éliminées maintenant, la grande majorité, sauf les deux cas d'exception que je viens de parler, peuvent ressusciter dans ce jeu-là via les replacements. Comme dans Ardennes, les replacements vous viennent à partir de cartes qui vont dire, mettons, bon, ben, assigner une step de replacement ou 2 steps de replacement à cette armée-là ou à ce corps-là. Comme dans Ardennes, vous avez des priorités pour assigner les replacements. Là, je vous les nomme. Ça doit d'abord être une unité d'infanterie qui est sur la map. Ça, c'est la première priorité. Unité d'infanterie sur la map. Sinon, unité d'infanterie éliminée. Sinon, unité mécanisée sur la map. Sinon, unité mécanisée éliminée. Puis comment est-ce qu'on ramène une unité éliminée? Je dois dire que c'est assez brillant. Supposons que cette unité-là a d'abord perdu un step, puis ensuite elle a été éliminée parce qu'elle est retrouvée ici. Puis là, plus tard, vous avez une carte qui vous permet d'assigner des steps de replacement à ce corps-là. Vous allez tout simplement pour une step, là, si vous respectez les priorités, puis vous en arrivez à ça, là, une unité d'infanterie dans ce cas-là qui a été éliminée, vous la prenez et vous l'amenez dans les réserves, tout simplement. Et à partir de maintenant, elle est éligible à être déployée comme réserve selon les règles de déplacement des réserves avec les bonnes cartes, puis etc. Fait que très élégant comme système. Ça ne vous demande pas de connaître des nouvelles règles. C'est les mêmes règles que les réserves. Fait qu'une fois de temps en temps, vous allez bouger des unités de la boîte des unités éliminées vers les réserves pour être amené sur la map ce tour-là ou un tour subséquent. Les unités comme ça qui vont être ramenées là, vont toujours être à un step, fait qu'elles sont fragiles, mais on pourrait penser qu'une fois sur la map, avec une autre carte plus tard, vous pourriez y assigner des replacements à cette unité-là pour la renforcer. C'est quand même très intéressant. Puis ça ajoute une petite stratégie. Tu sais, si vous savez, par exemple, vous êtes l'Allemand, vous savez que 3 unités mauves s'en viennent, puis vous avez une unité mauve, par exemple,
qui a été éliminé puis qui est ici, là, ben, vous pourriez dépenser un step de replacement pour la prendre, l'amener là. Le tour d'après, ces unités-là s'en viennent puis sont ici. Puis là, après ça, avec une carte qui déploie là, les réserves des mauves, ben, vous pourriez amener ces 4 unités-là en jeu plutôt que les 3 qui étaient déjà prévues. Très, très intéressant. Les unités qui sont éliminées puis qui reviennent dans les réserves ne pourront jamais être déployées automatiquement. Là, il y a toujours le principe que euh, quand les unités en réserve sont 2 tours en retard, ça fait 2 tours qui pourrissent dans les réserves, on peut les déployer automatiquement au début du tour. C'est pas possible de faire ça avec les unités qui sont éliminées puis qui sont revenues, mais n'empêche. Quand même très intéressant. Il y a un nice touch. Via des replacements, une unité qui était large ne peut jamais, jamais redevenir large une fois de plus. Alors ça, c'est terminé. Une fois que vous perdez cette précieuse troisième step-là, c'est terminé. Vous la retrouverez jamais de toute la game. Fait que cette unité-là ici là, de Popov qui a 3 steps, là, une fois qu'elle drop à 2, là, elle peut dropper à 1, elle peut être éliminée, elle pourrait revenir dans les réserves, elle pourrait être redéployée, elle pourrait être renflouée à 2 steps, mais jamais elle ne va récupérer sa troisième step ever. C'est un big deal parce qu'on répète que les large units donnent 2 cheats en combat. Fait que c'est quand même très précieux à avoir. Fait que puis le jeu l'a compris, il vous force à assigner le premier hit, soit à ces unités-là ou aux unités d'armor, là, plutôt que des assigner là, aux petites unités de scrap, là, disposable que vous pourriez avoir. OK, les règles particulières maintenant. D'abord, il y a 2 cartes très très spéciales, extrêmement puissantes, là, fait qui démontrent bien le momentum du jeu. Stavka est la carte hyper puissante du russe. On l'a déjà vu là, rapidement, là. Mais vous pouvez activer une armée avec toutes les unités qui sont stackées avec, puis toutes les attaques que vous allez faire ont une bonus combat tactique. Vous pouvez déployer toutes vos réserves d'une shot, vous pouvez l'utiliser en combat pour simuler n'importe quelle tactique, mais comme c'est écrit dans le bas, à partir du moment où cette carte-là est jouée, puis qu'on est le tour 7 ou plus, la carte est removed from the game. Bonsoir, elle est partie. Et à l'inverse, question de bien faire le contraste, au tour 6, les Allemands reçoivent cette carte incroyablement puissante-là de Erich von Manstein, qui est une carte primary. N'ajustez pas votre appareil et c'est fucking puissant. 5 de valeur de commande. Vous activez n'importe quel corps. Vous faites un Kampf Group à 2 hex avec n'importe quelle unité. Euh, Puis vous aussi, vous avez une combat tactique bonus pour toutes les attaques. Mais ce qui est du jamais vu dans Enemy Action jusqu'à maintenant, troisième flèche, pour les 2 types d'activation qu'on parlait, là, euh, vous pouvez faire des activations consécutives, c'est du jamais vu. Fait que dans ce jeu-là, par exemple, si j'ai activé les rouges, ça de même dans Ardennes, si j'ai activé les rouges ici, il n'est pas question que j'active les rouges à ma prochaine carte. Erich von Manstein se crisse de ça. Et vous allez pouvoir activer là, consécutivement là, des unités qui appartiennent au même corps. Fait que c'est assez incroyable. Euh, on est habitué, on dirait, la dynamique d'enemy action. Bah, ben, ok, il vient d'activer ces unités-là. J'ai la paix, j'ai le temps de jouer ma carte. Je suis sûr qu'il les activera pas après. Cette carte-là vient fucker le chien par rapport à ça. Et je répète, c'est une carte primary. L'Allemand va l'avoir à tous les tours jusqu'à la fin de la game. C'est incroyable. Une autre grosse différence, c'est ce qu'on appelle les ground conditions. Donc, à la fin du tour 6, vous avez 5 marqueurs de ground conditions. Moi, juste toutes les sortir ici pour que vous les voyez, là. Donc, vous avez 3 Frozen, un Light Mode et un Heavy Mode. OK? Donc, ça, évidemment, là, mettons que c'est face down, vous les mélangez. Quand vous arrivez à la fin du tour 6, vous allez encore, comme je disais, là, prendre ces 5 marqueurs-là, ils sont face down, vous les mélangez, puis vous allez venir en placer un sur chacun des 4 prochains tours. 7, 8, 9, 10. Puis quand vous allez arriver au début du tour, l'une des premières affaires que vous faites, c'est que vous révélez ce marqueur-là pour savoir quel temps fait-il pour les 3 prochains jours. Bon, si vous pognez Frozen, il n'y a rien, rien, rien qui change au niveau des règles, c'est un tour normal. OK? Si vous pognez Light Mode, bon, ce que ça fait, c'est que euh, chaque camp va recevoir seulement 4 cartes supplémentales plutôt que ce qui est indiqué par le calendrier. Alors, le tour va être un petit peu plus court et c'est surtout, en tout cas de façon générale, vers la fin de la game, c'est surtout l'Allemand que ça va faire chier
Parce que bon, au tour 7, les deux sont dus pour recevoir 7 cartes supplementales, mais à partir du tour 8, le Soviet reçoit juste 6 cartes supplementales, puis l'Allemand reçoit 7. Donc l'Allemand a un petit edge au niveau des cartes, mais en light mode, les deux camps vont recevoir seulement 4 cartes supplementales. Fait que ça fait un tour plus court, avec 2-3 cartes de moins pour les deux camps. Vous allez utiliser, le cas échéant, les chiffres après le slash. Donc, au niveau des coups de mouvement, là, c'est surtout là, pour le traverser des rivières. Là, vous allez utiliser le coup de mouvement qui est situé après le slash. Donc, ça coûte un petit peu plus cher pour traverser des rivières dans des conditions de light mode. Pas possible de faire du strategic move. Et tous les combats, peu importe combien il y a d'unités, combien il y a de tactiques, sont topés à 6 cheats. Quand même. Mais ce n'est rien comparé à Heavy Mode. Qu'est-ce qui arrive si vous pognez la température d'Heavy Mode, la météo de Heavy Mode? Je vous résume ça très simple. On skip le tour, essentiellement. Sauf quelques exceptions, là, on skip le tour. On fait les réserves pareil, on reçoit les réserves. S'il y a des réserves qui sèchent depuis plus que 2 tours, dans les réserves, on peut les déployer sur la map. On récupère les cartes supplementales de l'autre tour, mais personne ne pige de cartes. On ne fait pas de check de supply, mais s'il y a des units qui sont de retour en supply, là, on leur enlève leur marqueur out of supply ou leur marqueur d'isolé. Mais s'il y a des unités qui étaient comme correctes puis qui auraient été out of supply, il n'y a pas de supply check qui sont faites. Les deux camps reçoivent 2 replacements d'infanterie gratuits. Et that's it, le tour se finit. Aucune carte est pigée, aucune carte est jouée. On skip le victory check, évidemment, parce que sinon ça pourrait être chien pour un camp ou pour l'autre, parce que des fois, d'un tour à l'autre, le threshold de victory point change, puis là, on n'a même pas eu la chance de jouer un tour. Donc, on skip le victory check et on passe au prochain tour. Fait que vous pourriez skipper un tour au complet dans Enemy Action Kharkov, en fait, peut-être même deux. J'y arrive dans 2 secondes, puisque à la fin du tour 10, vous reprenez vos marqueurs de weather, vous les remélangez. En fait, non, vous reprenez vos marqueurs de weather et là, exceptionnellement, vous allez prendre un Frozen, vous allez le mettre de côté. Vous allez mélanger les 4 autres et vous allez venir les placer sur les tours 11, 12, 13 et 14. Alors, vous êtes sûr de pogner au moins un Heavy Mode et un Light Mode dans les tours 11, 12, 13 et 14. Quel tour est-ce que ça va être? C'est le fun du truc. Je trouve ça très intéressant, cette petite mécanique-là. Là. Ça ajoute du piquant, là, puis en tout cas, dépendamment de la situation, là, sur le terrain, puis tout ça, là, le ground condition que vous allez avoir pour un tour en particulier, là, ça peut être particulièrement euh, riche en émotions. Et dernière particularité, c'est le support des soviets. Donc, il y a une ligne ici, ça c'est le West Line de support, et ça c'est le East Line de support qui se trouve à être aussi la ligne de barrage d'artillerie pour les tours 1 et 2, puis la ligne à partir de laquelle le Soviet calcule son Fixed Artillery Range. Donc, le support, le Soviet peut s'encrisser jusqu'au tour 5. À partir du tour 5, c'est écrit Start Soviet Support. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, au tour 5 à 7, c'est pas compliqué. On utilise cette ligne-là, qui est la plus clémente, la plus éloignée. Si les unités soviétiques sont à l'intérieur de cette zone-là, il n'y a pas de problème. Les problèmes commencent pour les unités soviétiques là, qui sont à l'extérieur de cette ligne-là. Donc là, elles sont rendues loin, elles sont loin de toutes on va dire, là, les infrastructures logistiques là, qui permettent de supporter là, des combats qui ont de l'allure. Là. Euh, donc là, le danger à partir du tour 5, là, c'est que les unités qui sont au-delà de la ligne de support qui est utilisée sont considérées unsupported. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elles ne peuvent pas faire de mouvement stratégique. Si elles se font attaquer, on ne peut pas jouer de tactique pour eux autres. On ne peut pas jouer de replacements sur eux autres. Elles ne peuvent pas placer d'improve position et aucune réserve non plus ne peut être placée dans un hex qui n'est pas en support. Si elles se font attaquer aussi, l'autre affaire, on va le voir quand on va réviser là, les cheats de combat qui sont différentes. Là. Il y a maintenant des cheats de combat ça va être écrit dessus. Euh, Est-ce que le défenseur est unsupported? Et là, vous aurez deviné qu'il y a du bad stuff là-dessus.
Ils vont manger des hits, là, puis tout ça, là, pour représenter le fait, dans ce cas-là, là, qui sont loin de papa et maman, puis qui les font rentrer dedans, là, puis il manque un peu de ressources, là. Pour qu'une attaque soit considérée unsupported, il faut que tous les attaquants soviétiques soient out of support et que le défenseur soit out of support aussi. Autrement dit, là, euh, Popov est ici, Popov est ici, puis l'Allemand est ici à l'intérieur des lignes de support. Croyez-le ou non, c'est une attaque qui est considérée supportée. Si l'Allemand est ici, ben là, mes deux unités attaquantes sont out of support, lui est out of support, là, l'attaque est considérée comme unsupported. Dans ce scénario-là ici, l'attaque est supportée parce qu'il y a au moins un attaquant de Popov qui est à l'intérieur du support. Puis encore là, c'est pour les fameuses cheats de combat qui sont bad, puis pour déterminer si oui ou non vous avez le droit d'utiliser des tactiques comme Soviet. Si le combat est unsupported, pas de tactique, puis vous êtes victime potentiellement là, des fameuses cheats de combat qui font chier par rapport à ça. Fait qu'au tour 5, 6, 7, c'est pas compliqué, c'est cette ligne-là qu'on utilise. À partir du tour 8, tout dépend du nombre de VP qu'a le Soviet. Alors, si le Soviet a 21 VP ou plus, autrement dit que ça va bien en crise pour lui, il continue d'utiliser cette ligne-là. Mais si le Soviet a moins de 21 VP, c'est cette ligne-là ici qui est utilisée. Alors là, c'est, disons que c'est un peu à l'étroit, cette ligne-là. Là, il n'y a pas une grosse crise de map. Puis là, vous tombez avec juste cette ligne-là, là, juste les unités soviétiques qui sont ici, qui sont supportées, là, ça va pas bien. Donc, c'est une raison comme Soviet à partir du tour 8, là, ben, évidemment, c'est toujours une raison d'avoir beaucoup de victory points, là, mais soyez conscient qu'à partir du tour 8, si vous droppez en bas de 21 victory points comme Soviet, vous allez être pogné pour utiliser cette ligne-là pour votre support. Puis là, vraiment, les problèmes vont commencer en asti, là. Fait que le jeu fait ça parce que nécessairement, si le Soviet a 21 points de victoire ou plus, c'est donc qu'il est encore installé probablement à Kharkov, il est encore installé ici, et puis il est peut-être même installé là, dans des villes un peu plus loin. Là, fait que le jeu lui fait grâce d'utiliser quand même cette ligne-là de support. Par contre, là, comme je disais, à 20 points de victoire ou moins, vous tombez avec cette ligne-là, puis ouf, aïe aïe, ça fait mal. Bon, tout n'est pas perdu. Quand on va faire la revue des cartes, là, vous allez voir qu'il y a un événement qui permet aux Soviets de placer un marqueur qui appelle de Forward Support, qui lui permet là, d'avoir une petite zone de support temporaire à l'extérieur de ces lignes-là. Encore là, qui ajoute une petite twist très intéressante au niveau des stratégies. Fait que je pense que c'est ça qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Peut-être regarder les cheats de combat, les nouvelles cheats de combat qui sont arrivées. Puis, si le temps nous le permet aussi, les nouvelles tactiques puis les nouveaux événements, vous allez peut-être faire l'objet de deux vidéos, on va voir là. Mais bref, on achève. Vous avez presque toutes les différences entre les deux volumes de la série. Fait qu'on se revoit au prochain. À plus.